Et bienvenue dans l'atelier Le pâturage tournant dynamique. Moi, je m'appelle Pieter Warmst. Je suis conseiller dans le pâturage et ma petite boîte à main s'appelle Observe. Observe, c'est la combinaison de observation et herbe. Donc, ce qu'on fait, on fait qu'observer l'herbe, quoi. Non, pourquoi observer l'herbe aussi? Pour mieux comprendre le système, comment on pousse l'herbe, comment font les animaux. Donc pour mieux comprendre et pour mieux gérer le pâturage et l'herbe, quoi. Graze the future. Donc pâture le futur. Le pâturage, c'est une technique très ancienne, mais ce n'est pas démodé et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce n'est pas vraiment démodé. On ne va pas faire le tour classique, mais est-ce qu'il y a des éleveurs déjà dans la salle? 1, 2, 3, 4. Moutons, bovins, moutons, moutons. Mouton et poule pondeuse. Poule pondeuse, bovin. Ouais. Donc, il y a d'ailleurs une vache dans le logo. J'ai pas beaucoup d'expérience avec des moutons, mais les principes sont les mêmes, en fait. Donc là, moi, je suis essentiellement de ferme laitière et des fois des fermes viandeuses. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous présenter, j'espère relativement vite, une présentation avec des slides. Et en espérant de faire ça vite assez pour encore savoir sortir après pour faire un petit tour de pâture dehors. C'est une citation d'André Voisin. Je ne sais pas si vous connaissez André Voisin, c'est quand même la référence dans le pâturage tournant qui a écrit un livre en 1953, je pense, 1953, donc ça date. La productivité de l'herbe, et c'est vraiment, quand tu regardes un peu les rockstars du pâturage, Joel Salatin, Greg Judy, ils réfèrent tous au même, donc tous les systèmes, on pourrait éventuellement dire que tous les systèmes réfèrent à cet ouvrage d'André Voisin, mais avant il y avait aussi d'autres, donc encore une fois, c'est une technique assez ancienne. Et qu'est-ce que dit André? Le pâturage, c'est la rencontre de l'herbe et la vache. Faire pâturer, c'est satisfaire au mieux les exigences de l'une et de l'autre. Et en fait, le fermier est au milieu, il est chef d'orchestre, et c'est lui qui décide quand mettre les vaches où, au bon moment, au bon endroit. Pourquoi l'élevage à base d'herbe? Et je vais vous servir plusieurs arguments. Pourquoi c'est quand même une bonne idée de se lancer dans un élevage à base de l'herbe? Et le premier argument, c'est d'avoir une alimentation saine. Donc des denrées alimentaires, donc de la viande, du lait, des œufs issus d'un élevage à base d'herbe, c'est mieux pour la santé, quoi. On parle par exemple de minéraux. Les minéraux sont plus élevés dans l'herbe. Les acides gras, oméga 3, oméga 6, le rapport oméga 6, oméga 3, c'est un facteur très important dans notre régime alimentaire humain. Donc en principe, l'objectif devrait être entre 10 et 4 unités d'oméga 6 pour une unité d'oméga 3. Mais en réalité, le jour d'aujourd'hui, c'est 20 unités d'oméga 6 pour une unité d'oméga 3. Donc on est loin de ce qu'on devrait avoir. Et quand on compare, et ça c'est une synthèse d'une méta-étude de lecture, donc il y a deux graphiques. Donc à droite, les deux bâtons, c'est sur de la viande issue d'un élevage classique, conventionnel, bourré de maïs, pommes de terre, céréales, soja, etc. Et ça, c'est vraiment à base à 100% de l'herbe. Et là, on a vu en oméga 6, dans la ration classique, on est à beaucoup, allez,
c'est le rapport, on va dire, 10 vers 1 dans la viande, et ici c'est même plus bas, c'est 2 vers 2, 1. Voilà, donc il y a une grosse différence. Donc, ce qu'on mange, c'est notre médecin, et notre médecin, c'est ce qu'on mange, c'est nos denrées, quoi. Une deuxième citation, c'est de Imke de Boer. Imke de Boer, c'est une rechercheuse à Wageningen, en Pays-Bas. Et elle dit, we moeten leren eten wat de aarde schaft, ce qui veut dire, nous devons apprendre à manger ce que la terre nous produit pour nous, quoi. Et donc, ces deux facteurs font la réflexion aussi. Si on sait ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on devrait cultiver demain. Et c'est le Conseil supérieur de la santé qui a calculé le régime alimentaire humain pour 2050, qui est à la fois bon pour la santé, mais à la fois aussi bon pour la terre. On voit qu'on devrait manger plus de noix. Donc on mange actuellement 4 grammes par homme par jour. Ça devrait être 40 grammes. Donc il y a marge de manœuvre. Pour les fruits et légumes, on est à 250 grammes. Ça peut doubler, quoi. Là aussi, il y a de marge. En produits laitiers, pas forcément de vache, ça peut être aussi de chèvre ou fromage, enfin soit. Ça peut encore légèrement augmenter. En viande, ça c'est un classique. On est déjà fortement en train de diminuer, mais on peut diminuer de 100 grammes actuellement vers 20-25 grammes. Mais de préférence, comme on a vu dans le dia précédent, d'un élevage à base d'herbe. Un peu plus de protéines végétales et des céréales plus diversifiées. Donc voilà, à base de cette connaissance, on va dire, pour moi, mais c'est assez personnel, les modèles agricoles résilients, pour moi, c'est d'un côté l'élevage pur. Moi, je travaille beaucoup dans le pays d'Herve, où c'est quand même assez compliqué, on va dire, de faire des cultures. On a des prairies permanentes. Pourquoi pas replanter ou planter des arbres de nouveau pour avoir une deuxième entrée. Si on a besoin à manger plus de fruits et plus de noix, je ne peux pas dire que... Enfin, ça c'est une recherche à faire. Quel arbre serait dans la bonne place, à quel endroit. Et une deuxième, c'est quand on est sur des grandes cultures, pourquoi ne pas refaire entrer du bétail dans notre système, dans notre rotation. Ceux qui ont suivi la présentation d'Alain hier, il disait aussi dans le ABC, on travaillerait avec minimum 40% de herbe trèfle, herbe luzerne. Donc le voilà, la place aussi pour les bovins, pour les moutons. Et ici une photo des moutons qui pâturent les intercultures. Deuxième argument, pourquoi se lancer dans l'élevage à base d'herbe, c'est l'économie. C'est un peu compliqué pour expliquer, mais je vais essayer très brièvement. Le projet d'Herriman, c'est un projet partout dans l'Europe, dans presque de chaque pays avait plusieurs comptabilités. Donc ils ont mis toutes les comptabilités sur un gros groupe, une affaire de presque 200 fermes, je pense. Ils ont analysé plusieurs trucs, mais aussi des fermes avec de l'élevage à base d'herbe et le CT de contention, donc des fermes qui avaient les animaux dans l'état, dans le système contention. Et là, on voit en recette, en prix de revient au litre de lait, c'était contention un peu plus haut, un peu plus élevé qu'en système de herbe. Comment ça se fait?
il y a entre autres, pas en qualité, mais plutôt en taux de matière grasse et protéines, c'est un peu plus élevé quand tu sais bien caler la ration, tandis que en pâturage, c'est un peu plus compliqué. Mais, de l'autre côté, tous les frais calculés par litre de lait en système contention et tous les frais en herbe, il y a une sacrée différence aussi. Donc il y a beaucoup moins de frais dans le système herbe, tellement que ce qui reste dans la poche du fermier, on est à 3 centimes le litre de lait dans le système contention et on est à 8 centimes le litre de lait dans le système herbe. D'où vient aussi cette différence? Les frais alimentaires qui sont beaucoup plus faibles dans le système herbe, on achète beaucoup moins de concentré. Les frais de mécanisation d'entreprise, parce que dans notre système herbe, c'est la vache qui va faire la récolte, c'est elle qui va épandre le lisier. On n'a pas besoin d'entreprise agricole. Et aussi, les frais sanitaires sont plus faibles ici. Peut-être pas cette année-ci avec la fièvre catarrhale, mais voilà. Un troisième, quatrième argument qui plaide pour un élevage à base d'herbe, c'est la santé et le bien-être animal et le bien-être du fermier. Pourquoi j'ai mis ça? C'est une photo quand on a fait une visite avec un groupe de fermiers chez des clients que j'ai à Aubel, à Fouron et à Jalais. Et on posait à chaque fois à l'éleveur « Qu'est-ce que tu aimes dans ton système ?» Et ils avaient fait la transition vers le pâturage tournant dynamique depuis quelques années. Peu d'années, mais quand même. Et à chaque fois, et ça revenait, ils disaient « Ça me fait tellement plaisir de voir les vaches brouter dans la prairie, ça. C'est beau, quoi. C'est naturel, moi j'aime. » Donc c'est vraiment, ils le disaient tout, moi j'aime bien ça, quoi. Le bien-être fermier, il ne faut pas négliger quand même cet argument-là. Et la santé des bêtes, ça revenait aussi à chaque fois, de meilleures pattes, une meilleure santé, voilà. Les vaches n'étaient pas si grasses, elles étaient bien dans leur état. Et dans le négatif, oui, si je dois dire quelque chose, c'est peut-être un peu plus de travail, mais bon, ça va encore. Et la production, notamment, que la production est un peu plus faible et encore, déjà dit aussi, les dosages en matière grasse taux-protique qui sont un peu plus faibles. Et un dernier argument, c'est aussi que c'est mieux pour l'environnement. On n'a pas besoin ou peu besoin de soja, normalement pas. On sait régénérer la terre, on sait aussi que les prairies, c'est aussi des puits de carbone, comme sont les forêts, donc on n'est pas loin, ou on est presque au même niveau. Et ça dépend aussi comment on la gère. Et ça, on va revenir là-dessus. Et c'est un collègue en France, Xavier Barra, qui avait, je ne pense pas si lui l'a fait, mais il parlait de 40 systèmes agricoles qu'ils ont calculés dans le système CAP2R, vous connaissez peut-être, pour calculer le CO2 sur les émissions sur les fermes. Et il disait de ces 40 systèmes, il y avait un système qui était stockeur, un net stockeur de carbone, ce qui n'est pas illogique non plus. Et ce sont des systèmes de pâturage tournant en dynamique avec agroforesterie, sylvopastoralisme. Donc c'est quand même un point fort. Donc au résumé, pourquoi l'élevage à base d'herbe? C'est une alimentation équilibrée, alimentation humaine, bien pour la santé, bien pour l'environnement. C'est un système économique qui est assez logique. C'est bon pour le bien-être animal, aussi pour le fermier. C'est mieux pour l'environnement et l'Europe exige aussi qu'il y aurait plus de biodiversité dans l'agricole, sur les surfaces agricoles. Et c'est quelque chose que je reviens tantôt, mais
avec des prairies multi-espèces, pas seulement des graminées, même pas seulement avec graminées et légumineuses, mais si on va encore un peu plus loin avec d'autres espèces, on est quand même assez riche en biodiversité aussi. Les systèmes de pâturage, en gros, il y en a deux. Il y en a 170 variations, mais on parle plutôt du pâturage continu et le pâturage tournant. Il y en a beaucoup de variantes. Kurzrasenweide, en français, c'est pâturage de gazon court. Ça se fait aussi un peu en Wallonie. Ça, c'est le seul pâturage continu que je connais qui est un peu géré ou gérable. Ça veut dire, donc on met le troupeau, si l'herbe devient trop haut, plus haut que 7 cm, ça veut dire que ça pousse de trop et qu'on doit rétrécir la surface ou qu'on doit rajouter des bêtes pour manger plus. Si on la rétrécit, on sait faucher les bords, on va dire. Si les vaches mangent de trop et ça devient trop ras, à moins de 5 cm, on doit soit élargir la surface si on a encore, ou on doit supplémenter de nourriture autre que le pâturage, ou on doit tout simplement retirer des bêtes, quoi. Mais le pâturage continu, normalement, ce n'est pas géré tellement à point comme le pâturage de gazon court. Et puis dans le pâturage tournant dynamique, tu peux travailler avec un parcellaire fixe, soit avec un fil avant, fil derrière. La méthode pochon, pâturage à la montre, pâturage régénératif, on va y revenir. Si en vache laitière, on a des robots, et les fermes d'aujourd'hui, les exploitations laitières, c'est essentiel. De nouvelles installations, c'est quasi, dans 80% des cas, c'est avec un robot de traite. Et ça complique un peu les choses. On a des solutions pour. Et le pâturage mixte, c'est quand tu mets ensemble des moutons, des chevaux, des bovins, etc. Qu'est-ce que c'est alors le pâturage continu? En gros, par exemple, si on a un troupeau de vaches, on les met quelque part dans une grosse parcelle, début de printemps et fin d'automne, on va les rechercher. Ça, c'est très simple, simplifié le pâturage continu. On a une clôture, on a un bac à eau, donc on n'a pas beaucoup de dépenses en termes d'infrastructure, c'est assez simple. Mais qui fait que les vaches, ça crée des zones des zones de refus d'un côté, mais aussi des zones de surpâturage et des zones de sous-pâturage. Donc, des zones de surpâturage, elles aiment bien cette herbe-là qui est toujours petit et c'est à chaque fois défolié. Et des zones qu'elles aiment moins et où elles ne vont pas. Elles vont créer aussi des zones, donc elles vont cueillir partout l'herbe et les minéraux qu'elles cueillent, elles vont le déposer, déjecter, toujours sur la même place. Et donc, le cycle minéral sur notre terrain est un peu déséquilibré après. Donc ça, c'est un risque aussi. Et vu qu'on va surpâturer, c'est pas favorable pour les graminées. Le sous-pâturage n'est pas favorable pour les graminées, donc on va vraiment stimuler la pousse des herbes non désirables, on va dire. Ça, c'est un exemple assez extrême. Donc, tu vois très bien de loin les pattes de la vache. Ça veut dire que c'est vraiment trop rasé. Ça, c'est un exemple aussi de surpâturage. L'autre système, c'est le pâturage tournant ou le dynamique. Vu le fait qu'on laisse l'herbe en repos plusieurs semaines, veut dire qu'elle peut venir aussi, elle peut aussi se développer à son aise.
Ce qui fait qu'on augmente la productivité de notre hectare d'herbe avec au moins 30-50%. Dans les cas, en place de 5 tonnes, on va produire 7-8 tonnes quoi, de matière sèche à l'hectare. Donc c'est non négligeable, surtout parce que les hectares, ça a quand même un coût aussi. Donc on ne parle pas des intrants, on parle juste parce qu'on fait une autre gestion de notre prairie. Ce qui fait aussi que si on le gère dans un système qui est bien pour les graminées, on va stimuler le bon développement de nos graminées et pas de mauvaises herbes ou donc avec une meilleure production, on aura aussi moins de besoin de rajouter des suppléments et d'autres fourrages. On pourrait aussi, économiquement parlant, rajouter plus de bêtes. Si on a 50% de plus, on peut aussi avoir théoriquement 50 plus de bêtes. Et notre cycle minéral, il sera beaucoup mieux réparti un peu partout. Et c'est quand même une remarque que je vais déjà donner avant, que c'est, même avec des moutons sur des intercultures, on dit c'est beaucoup trop de travail de changer les moutons tous les jours, j'accepte ça, mais 3 semaines sur une même parcelle veut dire aussi que pour celui qui cultive, ce n'est pas bénéfique qu'il a un peu de bouse sur des zones très concentrées et sur d'autres zones, les minéraux ne sont pas bien repartis. Donc il faut, si chaque jour n'est pas possible, ça je comprends, parce que souvent celui qui cultive et celui qui a les moutons, il y a plusieurs dizaines de kilomètres entre les deux, très souvent. Donc ce n'est pas réalisable de faire changer les moutons tous les jours, mais quand même, après 3-4 jours, pour moi, c'est justement pour la répartition des minéraux. Et quand tu dis changer les moutons après 3-4 jours, il faut qu'ils aient rasé après 3-4 jours ou tu les remets sur la même parcelle après? Ça dépend. Tu parlais des intercultures. Oui. Tu ne reviens pas, non. Non. Tu reviens pas, non. Il faut des micro-parcelles. Oui, oui. C'est ça. C'est ce qu'on fait aussi. On a le même terrain ici, mais on a mis plusieurs clôtures, plusieurs bacs à eau. Donc ça, c'est quand même l'inconvénient de ce système. Ça demande plus de coûts d'infrastructure à la base. Donc ça, c'est l'inconvénient. Et il faut, 3 semaines, ou tous les 3 semaines changer de parcelle ou tous les 3 jours. Fatalement, ça demande plus de travail. Ça, on ne peut pas négliger non plus. Donc dans le pâturage tournant dynamique, c'est l'herbe qui donne en fait le rythme. C'est pas la vache, c'est vraiment l'herbe la graminée qui fait le rythme. Et on va créer une rotation en fonction de la croissance d'herbe. Et là-dedans, le repos est essentiel. Donc le repos qu'on donne comme fermier à cette herbe pour revenir. Disons que l'herbe a été défoliée, donc il n'y a plus de feuilles. Ça veut dire que cette courbe-là, c'est la croissance de l'herbe et cette courbe-là, c'est la réserve d'énergie de la plante. Donc on regarde ici sur les réserves. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de panneaux solaires, il n'y a plus de photosynthèse qui se fait, il n'y a plus de feuilles. Donc, la plante doit puiser dans ses réserves pour créer la première feuille ici. À partir du moment qu'il y a un peu de feuilles, il y a un peu de photosynthèse qui se fait pour déjà aider à créer une deuxième feuille. Et à partir du moment qu'il y a une deuxième feuille, la batterie peut aussi se recharger un peu. La batterie se trouve ici juste au-dessus du sol, bas dans la tige, on va dire. C'est là où les glucides sont un peu... La batterie se trouve, où l'énergie est stockée, on va dire. Dans le pâturage continu, qu'est-ce qui se passe? La première feuille est de nouveau remontée et la vache va passer
et c'est du surpâturage alors, elle va de nouveau défolier l'herbe et elle doit de nouveau redémarrer sans photosynthèse de nouveau sur les réserves et ça va vraiment puiser l'herbe et c'est comme ça que tu vas stimuler aussi ainsi les autres plantes qui sont autour, qui ne sont pas si nutritifs ni si bons pour les vaches. Mais on n'est pas sur du pâturage continu, on est sur du pâturage tournant, donc on a le repos pour l'herbe, il n'y a pas de vaches autour. Et donc ça veut dire, à son aise, elle peut créer la troisième feuille. Et avec la troisième feuille, il y a suffisamment de panneaux solaires pour avoir rechargé la batterie dans le stock de glucides. Donc pour l'herbe, c'est à ce moment, c'est acceptable d'être défolié à nouveau. Ici, pour la vache, en protéines, c'est trop riche. En sucre, on n'est pas encore là parce qu'il n'y a pas beaucoup de photosynthèse. Et ici, avec le stade en 3 feuilles, comme on dit, là, c'est le bon compromis entre une ration équilibrée pour la vache et le mouton et pour la plante, qui est de nouveau rechargée et qui n'est pas soumise. Si on attendrait un peu trop longtemps, on aura des feuilles qui jaunissent et qui rendent l'herbe un peu moins appétante. Merci. Et on a une perte d'énergie. On a aussi une perte d'énergie et ça va arriver aussi dans la phase de génération. Aussi dans la croissance, ce qu'on sait produire sur notre hectare. Ici, si on récolte chaque fois ici, on n'a pas suffisamment de rendement à cette phase-là. C'est pour ça aussi qu'on attend l'optimum qui est là. Donc ça, c'est l'école irlandaise, si tu veux, dans le pâturage tournant dynamique. Il y a plusieurs écoles, mais aujourd'hui, on va parler de l'école intensive productiviste un peu, néo-zélandaise, irlandaise. Ça, c'est un peu l'école irlandaise. Pour moi, c'est la première étape pour déjà bien gérer son pâturage sur une exploitation laitière. Parce qu'avec ceci, tu sais encore avoir de bons rendements en lait, etc. Donc avec le pâturage tournant dynamique, on a donc une production d'herbes plus élevée. On a moins de résidus à la sortie. Quand on sort d'une parcelle, ça devrait être bien rasé. On fait entrer à cette hauteur-là, donc ce n'est pas vraiment très haut. Ça correspond à 3000 kg de matière sèche à l'hectare jusqu'à 0, mais ça je vais expliquer tantôt encore plus. On fauche en fonction du pâturage, donc on ne va pas faucher tout le terrain d'un coup. Non, on va créer plusieurs étages de pousses, de paliers, comme ça. Et on va travailler avec des paddocks, soit avec des paddocks fixes, soit avec une clôture mobile. Mais des clôtures mobiles, forcément, tu es plus flexible, c'est plus de travail au quotidien. Si tu fais une fois une parcellaire fixe, quand tu as calculé l'ingestion de ton troupeau, normalement, ça ne change plus tellement. Et si tu gères vraiment d'être toujours dans la bonne hauteur d'herbe, tu peux garder des parcelles fixes et dans le quotidien, ça te soulage. C'est juste ouvrir la porte d'entrée et fermer une autre. Donc c'est vraiment très très facile. Tandis qu'avec des clôtures mobiles, si c'est variable le nombre de vaches ou le nombre de moutons que tu as ou tu veux encore agrandir ou ceci ou cela, tu peux aussi travailler avec des clôtures mobiles. Voilà. Mais quand on va entrer dans cette hauteur-là et on va raser vraiment sur les 4 cm, bien égal, bien un tapis de billard, on va dire. Il y a quand même un peu de problèmes ou des risques climatiques qu'on aura. Et tu l'as bien dit hier, dans ta présentation aussi, le climat
c'est en train de changer. Il y aura peut-être pas moins de précipitations, mais les périodes de précipitation vont changer, 20-25% plus en hiver et 20-25% en moins en été. Donc on aura quand même plus fréquemment des sécheresses. Visiblement pas en 24, mais des hivers doux qui font aussi. Ça c'est un point positif si tu veux. On aura certainement dans le futur aussi la possibilité de pâturer plus longtemps dans la saison d'automne. Plus de jours de pâturage, mais en même temps, en été, un peu moins. Donc, voilà. Et il faut collecter l'eau. Hein. Il faut faire infiltrer notre cycle vert. Et là, on parle du pâturage régénératif. Et le pâturage régénératif veut tenir en compte avec ce qu'on vient de dire, avec le changement climatique. Quelle peut être la solution? Les bovins sont toujours cadrés comme le problème, mais ça peut être aussi une solution. Par exemple, le pâturage régénératif. Ça commence déjà avec le choix de notre animal. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre des chèvres, des moutons, des vaches? On ne le voit pas très bien, mais elles ont une autre préférence de manger des plantes. Les moutons, les chèvres vont manger beaucoup plus de ligneuses que des vaches qui préfèrent quand même des graminées. Ça, on a déjà dit. Et donc le temps est très important. Le temps de saison, le temps de repos, le temps de rester sur place. Donc est-ce qu'on va rester une demi-journée sur place, 4 heures, 24 heures, 48 heures, 4 semaines, ça change tout quoi, dans ta gestion. Donc ça, c'est vraiment les boutons qu'on sait manipuler, le temps de présence, le temps de repos, le choix des animaux et le chargement de bétail instantané. Donc dans le pâturage régénératif, tandis qu'avec le pâturage école irlandaise, on va dire, on va souvent être avec 100 vaches. Sur un paddock de 24 heures, ce sera plus ou moins 1 hectare. Avec ceci, on va couper la poire en deux et encore mettre plus de charge. On parle de 100 tonnes de pois vifs à l'hectare. Donc ça veut dire presque 200 vaches allaitantes à l'hectare sur un moment. Donc 50 sur une 25 heures. Et on peut changer tous les X heures aussi. Voilà, ça dépend où tu veux mettre ta barrière. Et pourquoi on va augmenter ce chargement non, je vais en revenir. Pâturage tournant dynamique, oui, mais avec des longues périodes de repos, tandis que l'école irlandaise, on va au printemps être très vite. Une rotation va durer 18 jours, ça veut dire on a pâturé une parcelle, on la laisse en repos et 18 jours après, on va retourner. On estime qu'à ce moment-là, il y aura suffisamment de pousses. Ça a repoussé de 4 cm, de nouveau faire ça, cette hauteur-là. Ici, dans le pâturage régénératif, on laisse dépasser ça, quoi. Donc, on va vraiment vers beaucoup plus haute à l'entrée. Et on ne va pas aller si bas jusque les 4 cm. Donc, c'est différent dans ce sens-là. Avec l'idée, une partie, c'est pour la vache, elle peut manger les feuilles. Les tiges, c'est pour ça qu'on veut un chargement de bétail très élevé, instantané, pour aussi avoir le piétinement, parce que le piétinement va faire que la tige sera cassée, il va retourner au sol, et vu qu'il est cassé, il va être repris par le vide du sol, et c'est notre engrais naturel. Mais une partie ne sera pas trempée, il restera debout, et c'est nos panneaux solaires en fait qui va faire
que l'herbe redémarre plus vite, qu'elle ne doit pas puiser tellement dans les réserves. Dans le système, c'est pas pâturage régénératif, en fait, c'est pas un système de pâturage, mais c'est plutôt un système holistique qui va pas seulement regarder au pâturage même, c'est aussi, on fait aussi véler les bêtes en printemps. On fait véler les bêtes en printemps pour synchroniser les besoins alimentaires avec la croissance de l'herbe. Parfois, on met aussi un troupeau familial, les veaux sous la vache. Et ça, ici, c'est vraiment très particulier. Ici, sur la ferme, je veux dire, la ferme de Petit Pomal, qui laisse vraiment les veaux en dessous de la mer. C'est quelque chose qu'on ne voit quasi pas en Belgique. Et ça complique, franchement, ça complique beaucoup la gestion de ton troupeau. Donc, ce qu'il fait, c'est vraiment tip-top. Voilà. Juste dire que c'est assez particulier ce qu'ils font aussi. C'est pas facile. Et en biodiversité, on essaye de travailler non seulement avec des graminées et des légumineuses, mais plutôt vers des chicorées, plantains, lanceolés, lotiers. On va vraiment rajouter toute une palette de plantes qui apportent aussi des minéraux qui sont à la fois mieux pour la santé de la vache, mais aussi qui fournit alimentation à la biodiversité des insectes, etc. Quand tu vas vraiment à travers une prairie, ça fait zoom, 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 zoom. Tu vois vraiment une grosse différence avec cette biomasse, si tu veux. Et pour l'été, parce que les étés seront tellement secs, on va aussi travailler sur des stocks sur pied, tandis qu'en mai, on va faucher notre première ou deuxième coupe, on va faire notre foin. On ne va pas faire notre foin à ce moment-là, on va laisser stock sur pied et ce sera notre foin sur pied pour l'été. Ça, c'est un exemple en Angleterre du pâturage régénératif. Peut-être que vous ne le voyez pas très bien, mais c'est bien trempé, c'est bien piétiné. Et tu vois comme c'est haute. C'est un troupeau viandeux, vaches allaitantes, qui va bientôt être changé, qui regarde déjà leur repas, leur plateau bien rempli. Et voilà, le moment est là. Et l'effet grégaire fait qu'elles passent. Il ne faut pas les chasser. Ça vient tout seul. Et donc 24 heures après, ce sera de nouveau comme ceci. Et ça, c'est l'autre. En 24 heures. Bah oui, mais la densité est tellement grande. Ouais. Et alors, dans ce cas-là, ils fauchent aussi comme ça? Enfin, ils attendent aussi que ce soit aussi haut fauché? Souvent, on a des terres de fauche ailleurs. Et dans ce système, dans le pâturage régénératif, il n'y a pas beaucoup qui est fauché sur la plateforme de pâturage. Peut-être tu as des parcelles, comme ici aussi, ils ont des parcelles l'autre côté de ferroviaire, du voie ferroviaire, qui ne savent pas atteindre avec leur bétail. Ça, ce sont des champs soit de culture, soit de fauche, qui n'y vont jamais avec les vaches. Mais j'estime, je ne suis pas sûr si Bertrand le fait ou pas, mais oui, il n'a pas encore suffisamment de bêtes, donc certainement il devra faucher ici. Mais dans ce système-là, on évite de faucher, quoi. On fauche presque plus. Ouais, on garde d'autres terres fauchées. Oui. Et si ça pousse trop vite, ou de trop, on essaye de faire du stock sur pied, quoi, pour l'été. Mais si on a trop de stock sur pied, tu dois rajouter des bêtes ou réduire ou quand même faucher. Hein. Ouais. Alors, comme une année n'est pas l'autre, les années où ça pousse bien et où on peut faire du stock sur pied, etc., Ouais. si on équilibre notre troupeau pour arriver à
à suivre finalement. Oui. Que l'année d'après, c'est l'inverse. Oui. La solution, c'est de rentrer tout le monde à l'étable et de les nourrir à l'étable, ou alors de les laisser continuer à tourner tout en rajoutant du foin, ou faire des parcelles plus grandes pour tu peux aussi rajouter du foin. Tu peux aussi tourner plus vite et accepter que ça piétine plus. Il y a des gens en Bretagne aussi qui disent « moi je tourne plus vite si j'ai trop d'herbe et tant pis s'il y a trop de reste, c'est pas du gaspillage parce que c'est ma réserve, c'est mon vie du sol qui le reprend et qui va le remettre quand le temps est là, quoi. » C'est l'inverse que je demande plutôt quand il n'y a pas assez d'herbe. Tu laisses tes vaches ou tes moutons sur la parcelle où il n'y a pas assez d'herbe, ou alors tu les rentres pour... Tu as le choix. Tu as le choix, ce qui est le plus pratique pour toi. Mais si en été, on peut consacrer, par exemple, une paddock qui n'est pas très bien productive et on peut les nourrir là-bas, par exemple. Tu rajoutes des minéraux supplémentaires sur une parcelle qui n'est pas satisfaisante, quoi. Et ainsi, tu peux améliorer la qualité de cette parcelle, par exemple, ou c'est le moment de le détruire et de ressemer, par exemple. Oui, c'est ça, mais ça va détruire ta parcelle et il faut accepter que tu vas devoir la ressemer après, quoi. Oui, ou tu ne la détruis pas et tu fais un sursemis, ça c'est possible aussi. Ou le fait que tu mets un foin, si c'est un bon foin issu des bons terrains, pas avec des semences dedans non désirables, ça se sème aussi par le foin, quoi. Le fait de dérouler une botte de... Oui. Pardon. Juste petit rappel rapide, quand vous avez des questions, faites-moi signe, il y a un micro, une caméra, comme ça je peux les capter aussi. Oui, merci. Moi j'ai une question. Oui. Je dis comme ça, non. Peut-être parce que je m'y connais pas assez, mais quand tu fais du stock sur pied, est-ce qu'à un moment tu fais retourner les animaux dessus, ou alors quand tu dis stock sur pied, c'est-à-dire que tu laisses pousser l'herbe, mais est-ce qu'après tu remets les animaux dessus ou tu la laisses là pour l'hiver? Quand la pousse d'herbe diminue en été, on a une creuse de pousse, on peut revenir au mois de juillet, mois d'août, quand il n'y a presque pas de pousse d'herbe, souvent, cette année-ci oui, mais... Il n'y a pas un moment où c'est trop haut par rapport aux animaux? C'est souvent trop haut, il y a moins de qualité. Et vu le fait qu'on a synchronisé les vélages avec les besoins des animaux, c'est aussi une creuse dans les besoins des animaux. Parce que les veaux sont déjà autonomes à ce moment-là. Ça commence à être sévré. Les vaches ont moins de besoins parce qu'ils ont arrêté d'allaiter aussi leurs veaux, quoi. Donc ça coïncide normalement avec la bonne période où il y a moins de besoins aussi pour les animaux. Ok. Ouais. Un cas comme ici, quand les veaux sont tout petits longtemps, comment ça se passe? C'est-à-dire comment ça se passe? Le besoin est quand même plus grand. Oui. Donc elles vont produire, elles vont donner moins de lait à l'éleveur et plus de lait à leurs veaux. Et au point de vue nutritif, tu changes plus, tu dois avoir beaucoup plus de réserves. Réservant en herbe, tu vois, parce qu'elles ont besoin de plus. Oui, mais sinon les veaux, ici ça passe via la mer, mais sinon si elles seraient autonomes, les veaux, ça mangerait eux-mêmes. Donc ça revient plus ou moins au même, je pense. Pas 100% sûr, mais il y a peut-être quelque part déviation, mais plus ou moins ça revient au même. Donc, pâturage régénératif, vu que la qualité, vu qu'on laisse entrer les bêtes plus hautes, c'est quand même une flore très nutritive, mais ça produit quand même moins en lait. Il faut l'accepter. Donc, en pâturage régénératif, en exploitation laitière, c'est extrêmement rare. Jusqu'ici, ce sont des rarités. Moi, je connais un en Nouvelle-Zélande, que j'ai jamais visité, en Angleterre, que j'ai visité. Et tu vois, elles sortent pas à 4 cm, c'est vraiment beaucoup plus haut. Il y a les bouses un peu partout. Ça, c'est 400 vaches qui sont dans une herbe assez haute. Tu vois des ailles qui sont déjà plantées depuis 20 ans.
Ils font de l'agroforesterie. Ils font aussi veaux sous la mer, mais séparés de ce troupeau-là. Ce troupeau aussi, c'est 400 vaches. Traite une fois par jour et dans une autre parcelle, loin de là, il y a une parcelle de 150 vaches allaitantes avec les 400 veaux en dessous. Donc ce sont des vaches nourrices qui nourrissent pas seulement leurs propres veaux, mais aussi les veaux de leurs collègues. Voilà. Mais ça existe, c'est faisable, mais il faut quand même un plus-value sur ton lait. Parce que si tu vas traire 3,5 4 000 litres par vache, tandis que sur d'autres exploitations, tu auras 8 000, tu as la possibilité de produire 8 000 à la vache, il faut quand même un plus-value sur ton lait. Donc, ils font des circuits courts, etc. Mais si ton idée, c'est de vendre ton lait dans le circuit long et de faire du pâturage tournant dynamique de façon régénérative, ce sera compliqué. Voilà. Donc tu dis pâturage régénératif, la qualité du lait est moins bonne parce que la qualité de l'herbe est moins bonne, parce qu'elle est trop... La qualité du lait est super bonne, mais la production de lait sera moindre. Donc en productivité, ce que tu peux vendre à ton client, à ta laiterie, tu auras moins de lait. Tu as moins d'intrants aussi. Hein. Mais tu dis que la qualité de l'herbe est moins bonne parce qu'elle est trop grande. Elle est plus haute, oui. Oui. Mais alors, ils font ça pourquoi? Pour régénérer la terre aussi. Parce qu'on nourrit aussi, en même temps la terre, ce que dans d'autres systèmes, on ne fait pas spécialement. Ça peut quand même être fait sur nos parcelles une fois tous les 2 ans, quoi, par exemple. Enfin... Oui, c'est quelque chose que tu pourrais tester aussi à stock sur pied, mais c'est vraiment déjà spécialiste. C'est pour ça aussi que je mentionne quand même très bien l'école irlandaise pour démarrer avec ce système-là, qui est encore entre les deux. Si tu es prêt pour faire un pas plus loin, tu peux te faire compliquer la vie et tu fais un pas plus loin. Donc, et là, tu peux tester, par exemple, une parcelle en mois de mai, d'une fois ne pas la faucher, mais dire je vais faire du stock sur pied et voir comment ça fonctionne au mois de juillet pour revenir avec le troupeau, par exemple. Et c'est comme ça que tu démarres. Est-ce que c'est une qualité de lait différenciée? Oui, j'en Oui. Est-ce que c'est une qualité de lait différenciée par rapport à la transformation? Je pense ici au fromage, par exemple. Si c'est en circuit court, tu peux le vendre comme ça. Oui, pas tellement uniquement au niveau du prix par le circuit court, mais est-ce que, comme par exemple pour un comté, le fait de pâturer des herbes plus mûres, est-ce qu'il va y avoir des odeurs, des éléments qui vont pouvoir être valorisés à travers le fromage ou la glace? Est-ce que ce lait a plus de qualité gustative? Moi, je trouve oui. Mais oui, il faut savoir le valoriser. Ok. Non? Vu que l'herbe est moins riche, le lait sera moins riche, donc il sera... Non, mais l'herbe est moins riche en énergie, donc elle va produire moins de lait, mais les minéraux qui sont dans les oméga 6, oméga 3, leur rapport sera parfait. Donc tout ça, en termes de qualité, il est même meilleur, je dirais, pour un être humain. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vas produire moins, donc tu seras capable de vendre moins, donc tu auras moins d'entrées, sauf si tu le valorises. Et est-ce qu'on a des analyses chimiques de ce lait qui montrent cette valeur? Oui, ok. En termes d'oméga 6, oméga 3, oui, ça c'est analysé, ça c'est prouvé, oui. Et tu dis que le taux de matière grasse c'est plus faible quand même? Souvent, oui. Et ça, c'est avec pâturage tournant ou c'est dû au pâturage aussi. Vu le fait aussi que tu mets ton herbe est plus gras et c'est compliqué à expliquer, mais malgré le fait que ton herbe est plus gras, ton taux de matière grasse diminue. En pâturage
tournant dynamique par rapport au pâturage régénératif. Tu dis que le pâturage régénératif améliore le sol, mais le pâturage tournant dynamique, c'est pas quelque chose qui va exporter plus que ce qu'il ne rapporte au sol non plus. Enfin, ça va aussi l'améliorer, non? Ouais, ça dépend. Oui, c'est ça que je me demande. Tu veux dire que tu exportes plus avec un pâturage tournant dynamique? Non, je veux dire, est-ce que le bilan... Le bilan final, oui. Quand on regarde les deux méthodes, oui. Sans doute qu'il est meilleur dans le cas d'un stock sur pied et d'un pâturage régénératif. Oui. Mais est-ce que dans le cadre d'un pâturage tournant dynamique, comme tu disais, où tu as la hauteur de l'herbe comme ça, tu finis comme ça, est-ce que le bilan il est plutôt positif pour le sol aussi, ou est-ce que tu es en train d'appauvrir ton sol en utilisant cette méthode? Je pense plutôt que c'est plutôt neutre. Neutre. Oui, tu vas pas... Ni l'enrichir, ni l'appauvrir. Pas beaucoup, sauf si tu vas vraiment travailler classiquement avec des engrais synthétiques. Oui, tu vas l'appauvrir. Oui, si tu vas travailler... Si tu sais arriver à faire intégrer des trèfles blancs déjà, oui, tu n'as pas ce problème des engrais synthétiques qui va avec. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour la vie dans le sol. Mais en matière organique, tu ne vas pas forcément augmenter beaucoup, quoi. Ouais. Enfin, si tu as un demi%, oui, tu as encore marge, mais c'est pas que... C'est plutôt avec ceci que tu vas atteindre les 10% ou même plus, quoi. Ouais. Tu peux juste rappeler le ratio idéal oméga 6, oméga 3 Dans l'alimentation générale, on va dire, c'est, d'après les sources, c'est 4 unités d'oméga 6 pour un oméga 3. Ouais. Je crains qu'on ne va plus savoir aller dehors, mais est-ce que c'est grave? On continue? Ouais. Allez. L'enracinement, on peut aussi choisir sa flore, et j'avais dit, avec plus de biodiversité, c'est aussi un argument pour travailler de façon pâturage régénératif. Et dans les graminées, il y en a 5 ici, le régras anglais, le régras monoculture qu'on fait souvent, on est avec notre profondeur d'enracinement, on est sur un horizon de 0,20, 0,30. Ça, c'est classique. Quand on creuse, on voit l'enracinement. Par contre, si on va travailler avec du dactyle, on va sur du 100 cm, 1 mètre, quoi. Donc, en enracinement, franchement, ça fait beaucoup. Et quand on met un régras anglais en monoculture ou on le met à côté d'un dactyle, bah, ton régras profite aussi. Donc c'est le fait de travailler vraiment ensemble qui fait que c'est aussi faisable, c'est réaliste, d'ailleurs on le fait, sur une riche palette de biodiversité qu'on fait fonctionner la vie du sol de toutes les profondeurs parce que chacun a sa tâche et chacun a sa maison à certaines profondeurs aussi dans le sol. Donc si on arrive à collaborer pas seulement sur le 0,20 mais sur le 0,100, on puise beaucoup plus de minéraux, on puise beaucoup plus d'énergie, de collaboration. Enfin, c'est beaucoup mieux, on va dire. Donc, on peut choisir en fonction de notre enracinement avec du dactyle, avec du régras. Le trèfle blanc, il est comme le régras très improfond, on va dire, mais une luzerne ou un lotier. Luzerne est ici. Sainfoin, vous connaissez aussi. Sainfoin, d'ailleurs, une plante qui rabaisse aussi l'émission de méthane fortement. Chicorée, pareil. Aussi, ça fait une suppression du cycle de ferminose. Donc, tout ça, ça fait que tu dois
beaucoup moins vermifugé, par exemple. Le fait déjà d'introduire une rotation et d'un repos pour l'herbe, donc tu perturbes déjà le cycle des verminoses. Mais avec ceci, avec des plantes comme le chicorée, qui forment une glaire dans les intestins, tu supprimes, tu diminues fortement la pression aussi. Donc comme ça, et la millefeuille, ça c'est un qui fait aussi du bon boulot. Donc tu peux vraiment faire ton palette de flore. D'ailleurs, il y a un folder là aussi qui est de Neutkens où tu peux choisir quelles espèces que tu fais à façon avec quand tu sèmes une nouvelle prairie, par exemple. Si tu sèmes une nouvelle prairie avec toutes ces herbes différentes, dans quelle rotation est-ce qu'elle va repousser d'année en année, qu'on ne doive pas la ressemer avant 10 ans, par exemple? La meilleure rotation, du coup, c'est... Un chicorée, souvent, ça se ressème très c'est pas si facile que ça se ressème. Donc celle-là, elle a dur de survivre les 3-4 ans, quoi. La luzerne, pareil. Après 3-4 ans, c'est quand même moins. Donc dans une rotation de culture, si tu laisses 2-3 ans, 3 ans, c'est quand même un minimum pour avoir le temps de faire l'enracinement et que ça s'installe. Donc je pense, dans une rotation de culture, une affaire de 3 ans, c'est une bonne chose. Maintenant, en prairie permanente, tu le sèmes et tu verras, ça dépend de ton système. Si tu veux le ressemer ou sursemer, tu peux essayer, mais si tu dis, tant pis, je l'ai essayé, ça se réensème. Tu peux aussi laisser des bandes, que tu laisses enfleurir pour se ressemer, on va dire. Mais les résultats sont quand même moyens. Ouais. C'était un peu une réponse à ta question? Oui, donc idéalement, il faudrait ressemer tous les 3 ans. Non. Non, en prairie permanente, non, tu laisses couler. Tu travailles avec la nature et si c'est vraiment... Mais ça, c'est plutôt dû à des erreurs dans la gestion où tu te retrouves avec des vides. Tu peux ressemer ou sursemer localement, mais pas d'office tous les 3 ans. Non, c'est pas quelque chose que je conseille. En prairie permanente, non, tu vas avec la nature et c'est la nature qui te dirige aussi un peu et c'est aussi la terre qui... Si tu gères le mieux possible, c'est la terre aussi qui va te dire tu fais des erreurs de cette façon-là ou de cette façon-là. Donc il y a moyen d'avoir une prairie avec plein de variétés différentes, prairie permanente, oui. Et de jamais ressemer pendant 10-20 ans. Oui, et il faut se poser la question à chaque année, est-ce que c'est encore bon? Est-ce que j'introduirais une nouvelle gène qui est plus productive ou il me manque ça, ou j'ai des rumex, ça veut dire j'ai pas suffisamment d'air dans mon sol. Est-ce que je vais essayer d'introduire avec du streptyl ou quelque chose d'autre, ou bien gratter avec la RC-tri, et puis semer. Enfin, il y a plusieurs... Ça dépend du contexte aussi, hein, ce que tu veux, ce qui est le problème. Si tu es inondé pendant 6 semaines de l'eau sur la prairie, ton travail est foutu. Hein, il faut de nouveau... Enfin, voilà. Mais je vais encore aboutir les avantages écologiques. Je vous ai expliqué le Kurzstraßenweide, l'école irlandaise et le pâturage régénératif et qu'est-ce que ça fait sur le sol. Donc l'enracinement, c'est quand même un avantage écologique, on va dire, sur le pâturage régénératif. Avec le gazon court, vu que le fait que c'est tellement court, c'est un peu avec les arbres aussi, si tu as un grand arbre, il y a un pivot souvent bien loin en profondeur. C'est un peu la même chose avec les herbes. Si on le laisse toujours très basse,
l'enracinement sera très faible, mais très dense aussi. Ça, il faut dire aussi, ce sera très très dense, l'enracinement. En école irlandaise où on fait des entrées ainsi et on les sort à ce moment-là, c'est déjà mieux, l'enracinement, c'est déjà plus profond. Et en pâturage régénératif où on fait vraiment mûrir notre flore, notre enracinement sera forcément aussi beaucoup plus profond et on saura aussi nourrir beaucoup plus de vie dans le sol, mais il faut imaginer aussi que la densité à chaque fois diminue aussi. Donc, si tu es sur une flore si haut et tu grattes, tu regardes un peu comme ça, tu vois aussi souvent plus vite de la terre nue. Est-ce que c'est tant qu'il n'y a pas de rayons de soleil qui touchent vraiment le sol en continu, je ne le considère pas comme sol nu. Et ici, c'est en termes d'infiltration d'eau, ça fait aussi une sacrée différence. En infiltration d'eau en secondes ou minutes, litres par minute, enfin millimètres par minute. Le pâturage continu, donc Kurzhasen, pâturage de gazon court, infiltre beaucoup moins d'eau qu'un pâturage régénératif, qui est logique aussi. Donc si on veut remédier notre cycle d'eau, c'est quand même vers là qu'il faut réfléchir. Et une dernière comme avantage écologique pour le pâturage régénératif, c'est la séquestration du carbone. Déjà, ça c'est pâturage mais aussi fauche, les deux bâtons ici. En termes de mégatonnes ou en tonnes de carbone à l'hectare que c'est stocké. Donc de l'herbe, oui, ça stocke, mais ce n'est pas beaucoup. Mais à 100% pâturage, c'est quand même beaucoup plus. Pâturage continu, c'est même mieux que d'aller faucher. Mais pâturage tournant dynamique, ça stocke beaucoup plus de carbone à l'hectare. Je voulais encore vite dire quelque chose sur la combinaison de pâturage et les cultures. Donc, pâturer les intercultures comme ici avec les moutons. Et je utilise avec ceci un slide de Gabe Brown, si ça vous dit quelque chose. C'est un des pionniers, c'est le Johan Ballon, on va dire, des États-Unis. Et il paraît aussi dans le film Kiss the Ground et Common Ground, oui. Il joue aussi un rôle là-dedans. Donc Gabe Brown, son histoire, c'est que j'étais presque faillite en 93, je ne savais plus acheter de semences, j'ai arrêté le labour parce que ça me coûtait trop de fric. Donc il a démarré avec du no-till, donc du non-labour, et puis il a fait son chemin et il a introduit une rotation, pas seulement maïs-soja, mais une vraie rotation. Puis il a démarré en 98 avec des intercultures, des cover crops, intercultures. Et on voit entre-temps sa ligne de matière organique dans le sol. Donc ça avançait doucement, tout doucement, mais pas, on va dire, ça n'explose pas, quoi. Malgré le fait de tous les trucs qu'il fait, quoi. Là, il commence à diversifier dans les intercultures. C'est un peu le genre qu'Alain expliquait hier avec le Biomax, ceux qui étaient là. Donc là, ça commence vraiment à augmenter, mais c'est seulement quand il a introduit du bétail dans son rotation de culture qu'il a vu vraiment une forte augmentation assez soudaine de matière organique qui n'est pas explicable différemment que de l'intégration du bétail dans ta rotation de culture. Parce que tu accélères aussi le cycle de minéral, la disponibilité de tes engrais, si tu veux. Et encore une dernière chose, parce qu'on dit le pâturage tournant
c'est quand même compliqué. Ça demande beaucoup de travail. Il y a aussi la technologie qui peut nous sauver. Hein. C'est la clôture virtuelle. Et la clôture virtuelle, ça fonctionne avec une application sur le téléphone et de l'autre côté un collier qui pend autour de la vache. Et on peut entraîner la vache de travailler avec, si tu veux. Donc on télécharge notre limite, notre fil virtuel sur l'appareil. Et si la vache va approcher les limites, ça va donner un avertissement sonore. Et la vache sait à ce moment-là, il faut faire attention, je dois retourner. Donc ça c'est la clôture virtuelle. La vache a le collier, elle s'approche la limite, elle aura un avertissement sonore. Et si elle continue à négliger après 3 fois, elle aura finalement un petit choc électrique qui est beaucoup plus faible qu'un choc électrique d'un fil. Mais honnêtement, ça se passe quasi jamais. Même dans l'entraînement, il y a peut-être 15% qui chopent un choc électrique. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire un entraînement de plus ou moins 5 jours. Donc les vaches, ça s'apprend très très vite, quoi. C'est un petit vidéo. Donc ici, le No Fence, ça vient de Norvège. C'est pour ça qu'on est dans un beau paysage. Donc la chèvre, elle entend l'avertissement et tu as bien vu, ça tourne tout de suite la tête. Et puis elle sache. La deuxième aussi, ça tourne tout de suite la tête et le système s'arrête. Ça ne continue pas à les embêter. Et de quelle manière tu crées ta clôture? C'est sur le GPS, c'est une affaire comme Google Maps qui est dans le truc. Tu tapes avec ton doigt où tu mets le fil. Et alors, c'est avec une carte SIM que c'est transposé sur le collier. Donc, chaque collier a une carte SIM. Donc, tu peux aussi envoyer des messages. Oui, voilà. L'herbe te plaît bien. Tu peux recharger les colliers aussi. Donc, les colliers, ils ont des panneaux solaires sur les côtés. Donc, ils se rechargent. Et le problème avec les moutons, les chèvres, c'est que les colliers sont plus petits et les panneaux solaires, du coup, sont aussi plus petits, mais le système est aussi énergivore. Donc, il faut recharger plus. Mais avec le bétail, ça va en autonomie normalement. Sauf des années obscures où quand tu le mets dans des parcelles trop petites, ça a trop d'interférences avec les limites, on va dire. Donc, le système doit fonctionner, doit consommer plus. Oui, il y a trop d'interactions avec les limites, donc il y a plus d'avertissements sonores, ce qui consomme plus d'énergie. Oui, okay. Ouais. Comme ça. Donc, si tu es sur... il y a beaucoup d'éco-pâturagistes qui sont intéressés parce qu'ils ont 200 hectares pour 20 bêtes. C'est des bénéfices cash, quoi. Parce que clôturer 200 hectares, ça coûte de l'argent. Dans le Zwin, à la mer, les clôtures sont... Chaque année, ils sont effacés, on va dire. On doit redémarrer. Dans la vallée de la Meuse, même chose. Sur la frontière belge-hollande. Donc c'est super facile, il ne faut plus de clôture. Ouais. Et il y a une marque hollandaise qui vient sur le marché aussi. Celui-ci, il n'est pas encore commercialisé. Celui-ci, bien. Et ça, c'est pour des vaches laitières avec un panneau solaire plus efficace parce qu'il est plus proche du soleil, on va dire. Et celui-là a aussi la fonction de vibration que tu ne dois plus aller chercher tes vaches, quoi. Quand tu veux les ramener à la salle de traite,
Tu mets ton alarme, tu te lèves à 6 heures. Elles sont là. Et à 6 heures moins le quart, tu mets l'alarme pour les vaches, ça donne une vibration. Et le temps que tu es dans la salle de traite, les vaches sont là, prêtes pour être traites, quoi. Mais tu les éduques, du coup? Aussi, oui. C'est comme un Oui, chien. ça prend plus de temps, du coup. Oui. T'as quand même le chien qui peut derrière. Voilà, c'est ce que je voulais présenter encore en vitesse, ce que je fais, moi. Donc, conseil indépendant sur le pâturage. Si on veut créer un système sur la ferme ou améliorer son système de pâturage sur la ferme, on peut dire que je suis architecte de parcellaire. Donc, on réfléchit sur la méthode qui est bien sur ta ferme, comment tu veux fonctionner, etc. On refait le parcellaire, on met les chemins, on met les bacs à eau, enfin, on dessine, on ne les met pas. On fait aussi le suivi avec l'herbomètre, on organise des ateliers en groupe avec des éleveurs. Vendredi prochain, il y a un, vous êtes le bienvenu si vous voulez dans l'Hainaut. On vend quand même quelques petits trucs, c'est-à-dire des protections d'arbres. Il y a un folder là, l'herbomètre, j'ai avec. Je voulais encore sortir sur la prairie, mais je ne sais pas si le temps nous permettra. Et un outil digital pour quand tu es dans le changement agroécologique, si tu veux. On peut aussi faire des observations sur tes terrains, faire plusieurs tests, et c'est décrit dans cette application. Comment faire les tests, comment enregistrer les résultats, et comme ça, à la fin, tu reçois un rapport. Tu n'as pas suffisamment de lombric. Ça veut dire peut-être faire un check là-dessus. Tu te compares aussi avec d'autres éleveurs qui utilisent ça aussi, partout dans l'Europe, dans la même zone de climat, on va dire. C'est super intéressant quand tu es dans un trajet vers l'agroécologie, on va dire. Tu le fais aussi bien sur les pâtures que sur les terres de culture, ça. Oui, en effet. Oui. Mais bon, polyculture, élevage, ça se mélange de nouveau. Et ça, c'est un abonnement de conseil quand on veut faire cette trajectoire, on peut aussi accompagner des éleveurs qui font ça, quoi. Par des visites presque tous les mois, qui vont pas seulement sur la performance des animaux ou seulement sur la ration. On veut vraiment avoir une vue globale sur la ferme et aider un peu partout. Voilà. Merci.